L'OMS, alors bonjour à tous, je suis infectiologue au CHU de Brest qui se situe dans l'ouest de la France et Alexandra et moi allons vous parler de certains pathogènes fongiques chez la personne vivant avec le VIH. L'OMS a défini en 2022 plusieurs pathogènes fongiques prioritaires et quatre concernent particuliirement la personne vivant avec le VIH. C'est le cas de la cryptococcose, de la pneumocystose et de l'histoplasmose dont nous allons vous parler. L'OMS a déterminé qu'il y avait des efforts à faire sur la prophylaxie concernant la cryptococcose et la pneumocystose, mais également sur les méthodes diagnostiques et l'accès au traitement préférentiel concernant la cryptococcose. Comme vous le savez tous, Cryptococcus est une levure encapsulée, responsable notamment de la cryptococcose neuroméningée, qui se présente souvent avec une clinique frustre. Des formes disséminées sont possibles et fréquentes chez la personne vivant avec le VIH. La contamination se fait par source environnementale, il n'y a pas de contamination interhumaine et via le poumon, le pathogène diffuse au méninge et via le sang. En Afrique subsaharienne, on estime qu'environ 5 à 6 des personnes vivant avec le VIH et ayant des CD4 inférieurs à 200 par millimètre cube ont un antigène cryptocoque positif dans le sang. Le cryptocoque est donc responsable de 71 000 décès par an en Afrique subsaharienne, ce qui représente 19% des décès liés au VIH. Malheureusement, depuis 2014, le taux de décès est stable dans le temps. Nous disposons de plusieurs méthodes diagnostiques différentes pour le diagnostic de la cryptococcose, avec un examen direct concernant l'encre de Chine, la culture mycologique classique qui peut se faire sur tout type de prélèvement et l'arrivée des lateral flow essais qui permettent de détecter l'antigène cryptocoque dans le LCR et le sang. Cet antigène cryptocoque peut se faire grâce à un test qui prend 10 minutes, mais qui présente un certain coût. Les nouveautés concernant la prise en charge diagnostique de la cryptococcose sont qu'il n'est possible maintenant de diagnostiquer une cryptococcose neuroméningée sans faire d'EPL si celle-ci n'est pas possible, puisqu'un antigène cryptocoque dans le sang en présence de symptômes neuroméningés suffit à retenir le diagnostic. Par contre, en cas d'antigène cryptocoque positif dans le sang, il faut tout de même essayer systématiquement de faire un bilan d'extension pour rechercher une cryptococcose neuroméningée comportant donc une ponction lombaire, des examens sanguins, des examens pulmonaires et une imagerie cérébrale et thoracique. L'OMS nous met en garde sur les cas où l'encre de Chine serait négative sur le LCR malgré un antigène cryptococcique dans le sang positif. Il faut absolument avoir recours à l'antigène cryptocoque dans le LCR pour confirmer ou infirmer l'atteinte neuroméningée. Ces recommandations font suite à l'apparition de plusieurs études portant sur la sensibilité et la spécificité de l'antigène cryptocoque et du lateral flow essay. Dans cette méta-analyse ayant inclus 11 études et 3600 personnes vivant avec le VIH et présentant des symptômes neurologiques, chez qui le diagnostic de cryptococcose neuroméningée était retenu chez 43% d'entre eux, on avait une sensibilité excellente de l'antigène cryptocoque dans le sang, tout comme dans le LCR avec une meilleure sensibilité dans le LCR. La spécificité est relativement bonne, mais il existe des cas d'antigène cryptocoque positif dans le sang isolé, sans atteinte neuroméningée. Je n'arrive plus à passer les tirs. Le screening par antigène cryptocoque est recommandé chez toute personne vivant avec le VIH au moment du diagnostic ou à la reprise des antirétroviraux, chez ceux ayant des CD4 inférieurs à 100 par millimètre cube ou 200, selon les guidelines issus des mycologues. En effet, donc là, je vais vous parler aujourd'hui des guidelines de l'OMS ainsi que des guidelines des sociétés de mycologie parues l'année dernière. Les deux sont d'accord pour dire que si le screening est impossible en zone de forte endémie ou bien que le délai de rendu de l'antigène cryptocoque dans le sang est long, on peut faire un traitement et on doit faire un traitement préemptif par fluconazole chez les personnes vivant avec le VIH ayant moins de 100 CD4 ou 200 selon les mycologues.
Alors pourquoi cette différence entre 100 et 200 CD4? Eh bien, parce que la prévalence de l'antigène cryptocoque positif dépend du taux de CD4. Elle est de 6,5% pour les personnes ayant des CD4 inférieurs à 100 et d'environ 2% chez ceux ayant des CD4 inférieurs à 200. Bien sûr, il existe une importante variabilité d'un pays à l'autre et il est intéressant de connaître son épidémiologie afin du coup d'adapter et de choisir le cut-off de CD4 qu'on décide de retenir. Le screening par antigène cryptocoque dans le sang a démontré un effet sur la mortalité dans plusieurs études, avec cette étude réalisée en Ouganda ayant inclus 500 patients ayant moins de 100 CD4 par millimètre cube. 194 d'entre eux ont bénéficié d'un screening préalable et vous voyez que les courbes de survie de ceux ayant bénéficié du screening sont bien différentes. Par contre, cet effet n'était pas retrouvé en analyse multivariée, notamment par le fait que les patients ayant bénéficié d'un screening avaient moins de troubles de conscience à l'arrivée à l'hôpital et que le poids des troubles de conscience sur la mortalité est important. Cette étude réalisée en Afrique du Sud, qui a développé un programme de screening préhospitalier, confirme ces résultats. Cette étude a porté sur 3400 patients, dont 800 avaient bénéficié d'un screening préalable hospitalisé pour une cryptococose neuroméningée. Et effectivement, il y avait significativement moins de troubles de conscience chez les patients screenés, avec un impact du screening sur la mortalité significatif en univarié, mais pas en multivarié, sauf durant la période Covid. Les auteurs expliquent cette différence par des difficultés d'accès aux soins durant cette période. Dans tous les cas, le screening permet de détecter des cas non symptomatiques et doit être réalisé chez les gens ayant moins de 100 CD4 car il permet de diagnostiquer des cryptococoses neuroméningées avant l'apparition de troubles de conscience, ce qui induit un bénéfice sur la mortalité, sur la survie. Concernant les actualités sur le traitement de la cryptococose neuroméningée, elles concernent principalement le traitement d'induction. Tout le monde est d'accord pour dire que le traitement de consolidation repose sur le fluconazole à dose élevée, 800 mg par jour, et le traitement d'entretien sur du fluconazole à dose plus faible, 200 mg par jour. Pour le traitement d'induction, les guidelines des mycologues recommandent le traitement de référence, qui est le traitement par amphotéricine B liposomale quotidien pendant 14 jours associé à la flucytosine, mais positionne également le nouveau schéma du protocole Ambition, où une monodose d'amphotéricine B, une forte dose, 10 mg kg, est associée au traitement oral par flucytosine et fluconazole pendant les 14 jours de l'induction. L'OMS est allée plus loin et a recommandé pour tout le monde le schéma Ambition, donc avec une monodose d'amphotéricine B associée au traitement oral. Les recommandations françaises ont gardé en priorité le schéma par amphotéricine B liposomale pendant 7 jours associé à la flucytosine. En cas d'inaccessibilité de l'amphotéricine B liposomale, mais d'accessibilité de l'amphotéricine B désoxycholate, il est recommandé de garder le traitement de référence par amphotéricine B désoxycholate associé à la flucytosine. Et en cas d'indisponibilité de l'amphotéricine B désoxycholate comme de la forme liposomale, il est recommandé d'utiliser le traitement oral associant la flucytosine au fluconazole, donc pendant les 14 jours d'induction. Je vous rappelle brièvement cette étude qui avait permis de positionner le traitement oral comme un traitement acceptable pour traiter les patients atteints de cryptococose neuroméningée. Et je crois que c'est le protocole qui est utilisé actuellement au Bénin. Eh bien, c'est une étude qui avait inclus 721 patients dans 4 pays d'Afrique subsaharienne. L'essai avait distingué 3 bras. Un bras traitement oral associant fluconazole et flucytosine, un bras amphotéricine B désoxycholate pendant 1 semaine et un bras amphotéricine B désoxycholate pendant 2 semaines. Chaque bras comportant de l'amphotéricine B était divisé en deux. La moitié avait bénéficié d'une bithérapie par fluconazole et l'autre moitié une bithérapie par flucytosine.
Cet essai avait montré que le groupe ayant une meilleure survie à 10 semaines était celui traité par amphotéricine B pendant une semaine associé à la flucytosine. La survie était alors de 76%. Le traitement oral venait en deuxième position avec une survie à 10 semaines de 65% et il était supérieur à tous les autres groupes. Les critères de jugement secondaire qui étaient la clairance du LCR confirmaient la place préférentielle du traitement par amphotéricine B et flucytosine. Par contre, dans cet essai, il était noté bien plus d'effets indésirables dans les groupes traités par amphotéricine B comparé au traitement oral, avec notamment nécessité de transfusion chez 5% des patients bénéficiant du traitement oral, donc flucytosine et fluconazole, 10% des patients ayant été traités pendant une semaine d'amphotericine B désoxycholate et 20% de ceux ayant été traités par 2 semaines d'amphotericine B désoxycholate. En effet, comme rappelé par l'OMS, toute administration d'infoséricine B nécessite un suivi biologique régulier pour dépister ses effets indésirables, des perfusions intraveineuses d'électrolytes et une hospitalisation durant toute la durée du traitement, notamment car il s'agit d'un traitement intraveineux. Ces inconvénients ont mené à la réalisation de l'essai Ambition, qui est un essai de non-infériorité comparant le meilleur traitement de l'étude précédente, c'est-à-dire le bras amphotéricine B désoxycholate et 5-FC pendant 7 jours, à un nouveau schéma, un schéma associant la flucytosine et le fluconazole, donc le traitement oral, à une monodose d'amphotéricine B liposomale à 10 mg/kg, donc une forte dose, et réalisé seulement à J1. Cet essai a démontré la non-infériorité du traitement du nouveau schéma, donc avec une monodose d'infotéricine B liposomale associée au traitement oral, et a montré également qu'il y avait moins d'effets secondaires dans ce bras, puisqu'il y avait 2 fois moins de nécessité de transfusion et également beaucoup moins d'hypocalémie, un effet indésirable classique de l'administration d'infotéricine B. Les critères secondaires étaient également ouverts avec une clairance du LCR similaire entre les deux groupes et donc, comme je vous l'ai dit, moins d'effets secondaires. Ce protocole a été évalué en vie réelle chez 179 patients en Ouganda, comparé donc à 171 patients de l'essai Ambition. Dans cet essai, la différence de mortalité était similaire entre les deux groupes, confirmant donc l'applicabilité du protocole Ambition en vie réelle. Ce que cette étude montre également, c'est qu'il est possible d'alléger le suivi grâce à ce schéma, puisque les patients avaient bénéficié en moyenne de 2 ponctions lombaires et non pas 3. Et elles étaient réalisées à J1 et J3 et non pas J1, J7, J14, et que le suivi biologique était réalisé que chez un patient sur 2. Évidemment, dans cette cohorte, les effets indésirables étaient bien moins fréquents, mais il est difficile de comparer ces chiffres puisque la plupart des effets indésirables sont biologiques, donc en faisant des prises de sang chez seulement la moitié des patients, on les détectait moins souvent. Le... Je voulais vous rappeler les précautions d'administration d'infotéricine B liposomale parce qu'il me semble que vous allez bientôt adopter donc ce schéma avec une monodose d'infotéricine B liposomale. Eh bien, il faut respecter la dose test d'1 mg sur 20 à 30 minutes, accompagner la prescription de paracétamol 1 gramme, voire même d'administrer de la polaramine et l'hydrocortisone pour limiter les effets indésirables liés à la perfusion et perfuser donc la molécule lentement sur 2 heures minimum. Il faut adjoindre à la prescription des apports hydrosodés et en potassium. Et l'OMS va conseiller également l'administration de magnésium. Je voulais également vous rappeler que la flucytosine devait s'adapter à la fonction rénale chez tout patient ayant une clairance inférieure à 40. Donc l'OMS atteste de l'allègement possible du suivi chez les patients traités par monodose d'infotéricine B liposomale versus amphotéricine B désoxycholate pendant 7 jours, puisque le suivi biologique pourra être interrompu à J3 et que par contre il faut adjoindre à la prescription donc les supplémentations en potassium, magnésium et sel. Les recommandations des mycologues soulignent également la nécessité de réaliser une imagerie cérébrale pour vérifier de l'absence d'obstruction à l'écoulement du LCR.
J'en profite pour vous montrer une imagerie réalisée chez un de nos patients, une de nos patientes d'ailleurs, qui était atteinte de cryptococcus neuroméningés. Nous avions fait l'IRM surtout pour éliminer d'autres diagnostics différentiels qui peuvent être associés. Et donc, vous voyez ici des cryptococcums pointés par les flèches, ainsi que une méningite avec l'aspect sale dans les sillons au niveau occipital. Les sociétés de mycologie nous rappellent qu'il faut effectuer des ponctions lombaires en ouvrant la porte à une ponction lombaire de contrôle réalisée à J3 et non pas J7. Et bien sûr, il faut contrôler la pression. Donc, en cas de pression élevée, il faut réaliser des PL soustractifs quotidiennes. Le débat sur l'initiation des antirétroviraux eh bien, n'a pas beaucoup avancé. Il est toujours recommandé d'introduire les antirétroviraux de manière différée, 4 à 6 semaines après l'introduction du traitement de la cryptococose, du fait de ces études publiées dans les années 2010 qui montraient une surmortalité chez les patients ayant bénéficié d'une introduction rapide dans les 2 premières semaines suivant le diagnostic. Cependant, ces études avaient été réalisées avec des protocoles d'induction qui étaient inférieurs aux protocoles d'induction qu'on peut être amené à utiliser actuellement, et une étude rétrospective sur 190 patients issus des cohortes européennes et nord-américaines n'a pas réussi à montrer de surmortalité chez les patients ayant bénéficié d'une introduction rapide dans les 14 jours d'antirétroviraux. Donc peut-être qu'on aura du changement à l'avenir, mais pour l'instant, on reste sur une introduction différée. Je vais maintenant vous parler de la pneumocystose, ce champignon atypique puisque sa paroi contient du cholestérol et non pas de l'ergostérol, responsable d'un parasitisme strict avec des espèces spécifiques à l'hôte, donc dont la transmission se fait d'un être humain à un autre avec une réactivation possible suite à une contamination de l'environnement. La prévalence de la pneumocystose chez les personnes vivant avec le VIH en Afrique au diagnostic est de 22% si on utilise le diagnostic par PCR et de 15% si on utilise le diagnostic par examen direct, qui est moins sensible. Il est recommandé de faire une imagerie chez ces patients qui se présentent généralement donc avec une dyspnée et des symptômes respiratoires. L'aspect radiologique est relativement typique et l'aspect scanographique encore plus. Cependant, est-ce qu'on peut pour autant se fier à la présentation clinique au terrain et à l'aspect radiologique pour diagnostiquer la pneumocystose? Eh bien, des auteurs d'Afrique du Sud ont essayé de créer un score pour diagnostiquer cliniquement la pneumocystose. Leur gold standard était donc une PCR sur LBA positive à plus de 1000 copies par millilitre, et leur score s'adressait aux patients présentant une toux et donc une infection par le VIH. Ils ont créé 2 scores, un score basé sur l'aspect radiologique, l'hémoglobine et la fréquence respiratoire, et un autre basé non pas sur la fréquence respiratoire, mais sur la saturation en oxygène. Ces 2 scores avaient une efficacité comparable et entraînaient quand même, enfin présentaient certains atouts. Malgré tout, il était impossible d'éliminer le diagnostic ou de le confirmer grâce à ce score. Effectivement, donc on dispose de plusieurs méthodes microbiologiques pour le diagnostic de pneumocystis. Un examen direct avec un léogimsa, l'immunofluorescence et la coloration argentique de Gomory-Groscott, avec une supériorité donc de l'immunofluorescence pour l'examen direct. On dispose du bêta-déglucane sur le sang, mais je ne vais pas vous en parler aujourd'hui, car c'est un examen relativement peu spécifique et qui nécessite, enfin qui est relativement cher. Et je vais par contre vous parler de la PCR, puisque c'est un examen qui possède une très bonne sensibilité et une valeur prédictive négative excellente, qui peut se faire donc sur le LBA, sur crachat induit ou aspiration nasopharyngée, qui possède un peu enfin, le problème du cutoff entre infection et colonisation, mais ce qui n'est guère un problème chez la personne vivant avec le VIH.
Le crachat induit paraît aujourd'hui être une alternative acceptable au LBA, puisque si on pratique une PCR, hein, donc sur crachat induit, la sensibilité est de 0,99 et la spécificité de 0,98. Par contre, si on ne dispose pas de la PCR, eh bien, la rentabilité du crachat induit est moindre, puisque la sensibilité par immunofluorescence est que de 74% et baisse à 50% en cas d'examen cytologique. Les recommandations européennes et françaises conseillent d'effectuer une prophylaxie primaire chez les patients ayant moins de 200 CD4 ou un taux de CD4 inférieur à 14%. Euh, donc à une prophylaxie par Bactrim, en sachant que les recommandations IDSA proposent de maintenir cette prophylaxie jusqu'à ce que les CD4 remontent à plus de 200, alors que les recommandations européennes et françaises ouvrent la porte à un arrêt plus précoce quand les CD4 remontent à plus de 100 et que la charge virale est indétectable depuis plus de 3 mois. Donc, comment faire la prophylaxie primaire? Eh bien, évidemment, par le cotrimoxazole. Que choisir en cas d'intolérance, qui concerne quand même jusqu'à 20% des patients? Eh bien, en cas de sérologie positive à la toxoplasmose, on peut utiliser la dapsone associée au pyrimétamine et à l'acide folique en prévention de la toxoplasmose, ou alors la tovacone en suspension, qui présente quand même un problème de coût. Donc, petite diapositive hein, pour vous rappeler que le Bactrim, c'est tout de même le meilleur traitement prophylactique de la pneumocystose, même si c'est celui qui est le moins bien toléré. Quand faut-il arrêter cette prophylaxie? Eh bien, dans cette cohorte observationnelle sur 3200 participants de l'essai DART réalisé en Ouganda et au Zimbabwe, il y avait un bénéfice sur la mortalité à la prophylaxie jusqu'à environ 72 semaines après l'introduction des antirétroviraux. En effet, le Bactrim était associé à une réduction de la mortalité toute cause, avec une réduction de la mortalité de 35% tout de même, hein, mais aussi une réduction de la fréquence des crises palustres de 35% également, puisque le Bactrim a donc un effet relativement faible, mais tout de même significatif sur la prévention du paludisme. Dans cet essai randomisé réalisé au Malawi, chez des patients ayant des CD4 supérieurs à 250 par millimètre cube et une charge virale indétectable, les auteurs ont comparé l'arrêt de la prophylaxie avec la poursuite de la prophylaxie par Bactrim ou un switch par chloroquine. Les auteurs ont précisé hein, que dans ce pays, la prévalence de Plasmodium falciparum est très élevée puisque chez l'enfant, elle est de 26%. Et la question était, est-ce que du fait de cette fréquence du paludisme, il y a un intérêt à poursuivre au-delà de 200 CD4 la prophylaxie par Bactrim? Eh bien, cet essai n'a même pas montré de supériorité sur la mortalité ou l'avènement d'un un événement VIH stade 3-4 de la poursuite du cotrimoxazole. Donc actuellement, on reste hein, sur un arrêt du Bactrim quand les CD4 remontent à plus de 200 par millimètre cube ou après 27 semaines. Le, Concernant le traitement de la pneumocystose, en première intention, il reste basé sur le cotrimoxazole. Par contre, hein, il faut y adjoindre de la prénisone en cas d'hypoxie associée et débuter précocement les antirétroviraux. En deuxième intention, en cas d'intolérance du Bactrim, eh bien malheureusement, on n'a pas de consensus hein, entre les différentes sociétés savantes. L'IDSA, donc les Américains recommandent d'utiliser la primaquine et la clindamycine, mais il faut auparavant s'assurer de l'absence de déficit en G6PD. Et il faut également administrer la pentamidine. On peut également administrer la pentamidine par voie IV, mais il y a un gros problème hein, de tolérance, ou alors la tovacone si il s'agit d'une forme légère à modérée. Chez nous, hein, en général, quand il y a une intolérance au Bactrim, on a réussi à tenir quelques jours et la pneumocystose est devenue euh, peu sévère, hein, et donc on fait un relais par atovaquone, puisque la primaquine, on a des difficultés à l'obtenir dans un délai court.
Concernant les candidoses oropharyngées, j'ai peu de nouveautés à discuter. Bon, vous savez que c'est une pathologie fréquente hein, chez les personnes vivant avec le VIH et le traitement repose hein, sur le fluconazole qui administre à plus forte dose en cas de candidose œsophagienne qu'en cas de candidose oropharyngée et pour une durée plus longue, 14 jours versus 7 jours. Ce dont je peux éventuellement vous parler, c'est de l'avènement des résistances avec le positionnement par les sociétés savantes de plusieurs molécules en alternative au fluconazole en cas d'échec ou de résistance, mais qui doit être guidé par la réalisation d'un antifongigramme. Et donc, on peut alors utiliser en cas de sensibilité le posaconazole, le voriconazole, l'isavuconazole ou les échinocandines, notamment la caspofungine. Chez les personnes vivant avec le VIH, le problème des espèces moins sensibles au fluconazole que Candida albicans est un vrai problème, hein, puisque on a environ, dans cette étude prospective menée chez 600 patients au Tchad, environ la moitié des patients sous antirétroviraux qui possèdent une colonisation à espèces autres que Candida albicans. On voit par contre hein, dans cette étude que la colonisation comme les infections à candida sont fréquentes hein, donc à l'initiation du traitement antirétroviral, mais leur fréquence diminue très nettement après introduction des antirétroviraux j'insiste hein, sur ce point-là. Le traitement des candidoses passe par l'introduction rapide et l'observance hein, des antirétroviraux. Concernant les résistances, chez cette étude prospective menée chez 700 patients au Nigeria, donc chez des patients VIH et non VIH, il y avait évidemment plus de culture positive à Candida chez les personnes vivant avec le VIH. Il était montré que Candida albicans restait prévalent, mais chez 24% des candidats albicans, il existait une résistance au fluconazole et en cas de colonisation à une autre espèce, il y avait 50% de résistance au fluconazole. La résistance au fluconazole peut être suspectée donc devant un échec clinique et est associée à l'usage passé de fluconazole, une histoire de candidose oropharyngée répétée et une candidose liée à une espèce non albicans. Donc, les take-home messages, c'est pour la cryptococose, le traitement d'induction par amphotéricine B liposomale monodose associé au traitement oral par fluconazole et flucytosine est, euh, est excellent. Il est recommandé en première ligne hein, par l'OMS. L'efficacité est similaire au traitement de référence et la tolérance est meilleure. Ce traitement permet également un suivi allégé par rapport aux autres schémas comportant de l'amphotéricine B. Il faut screener les personnes vivant avec le VIH et ayant des CD4 inférieurs à 100, voire 200. Hein, je conseillerais hein, devant la forte prévalence hein, de la cryptococose en Afrique subsaharienne de garder, selon les moyens du bord, hein, de faire ce screening au moins hein, chez les patients ayant moins de 100 CD4 et voire éventuellement chez les patients ayant moins de 200 CD4. Pour la pneumocystose, eh bien, l'accessibilité aux méthodes diagnostiques est un vrai enjeu puisque la PCR est un excellent outil diagnostique et peut se réaliser sur tout type de prélèvement euh, pulmonaire. Il faut effectuer une prophylaxie par cotrimoxazole chez toutes les personnes vivant avec le VIH et ayant moins de 200 CD4 par millimètre cube et l'arrêter, je pense, hein, quand il remonte à plus de 200 CD4 par millimètre cube même si peut-être hein, chez certains patients ayant plus de 100 CD4 et une charge virale négative depuis plusieurs mois, il est possible d'arrêter plus tôt. Pour les candidoses, il existe un réel intérêt à la réalisation d'un antifongigramme en cas d'échec de traitement par fluconazole, mais dans tous les cas, la pierre angulaire du traitement de toutes ces infections, c'est les antirétroviraux, avec cependant donc une introduction différée en cas de cryptococcose neuroméningée. Je vous remercie pour votre attention. Voilà. Eh ben, merci beaucoup, Anne. C'était très complet, très, très didactique et en plus, tu as réussi à trouver du temps pour les questions, ce qui tombe bien parce qu'il y a eu beaucoup de monde de connectés, donc beaucoup de questions.
On est 280 participants là, donc enfin 280 connexions, peut-être beaucoup plus de participants, sachant qu'il y a des gens qui se connectent en groupe, donc bravo. Je peux prendre les questions si tu veux. Alors elles sont dans le chat, mais peut-être que je peux te les lire, ça sera plus simple. La première, c'est est-ce que tu peux détailler un petit peu et revenir sur les fonctions évacuatrices dans les cryptococcus neuroméningés, notamment leur indication? Alors, hop, je vais reprendre hein, donc le diaporama. Les recommandations des sociétés savantes, c'est donc de faire une ponction lombaire au diagnostic de la cryptococcose neuroméningée et en cas de pression supérieure à 20 mm de mercure, d'effectuer une déplétion de plusieurs 1 millilitre hein, jusqu'à obtenir une pression inférieure à 20 et de répéter ces ponctions lombaires quotidiennement jusqu'à normalisation définitive hein, de la surpression. Il est aussi hein, recommandé de faire un scanner hein, pour chercher une obstruction mécanique à l'écoulement du LCR. Et il est vrai que chez nous, on a parfois un recours à la enfin, aux dérivations ventriculo-externes, donc qui permettent hein, de faire des ponctions lombaires donc soustractives plus facilement, mais qui sont posées par les neurochirurgiens et qui peuvent poser évidemment d'autres problèmes. Je pense que c'est voilà, je suis pas revenue dessus parce qu'il n'y a pas eu donc de nouveautés hein, sur le sujet, à part peut-être hein, que en cas de normalité de la première ponction lombaire, on peut réaliser la deuxième à J3 et non pas attendre J7 de traitement, notamment grâce au protocole d'induction qui sont meilleurs hein, qu'avant. Ouais, alors, il y a quelques demandes de précision sur des choses que tu as abordées, mais comme tu étais un peu prise par le temps, du coup, comme on a un peu de temps, tu peux revenir un peu dessus. Notamment, est-ce que tu peux résumer le protocole à une dose d'ampho B liposomale en induction? Donc l'infotéricine B liposomale en induction, donc avec un traitement monodose, a été testé dans l'essai Ambition. Donc je me remets juste dessus, hein, euh, et a montré sa non-infériorité. Donc c'est sur cette diapositive-ci. Euh, il s'agit donc de l'administration AJ1 d'une monodose sur 2 heures, hein, je vous conseille, de 10 mg kilo d'amphotericine B liposomale. C'est donc un produit hein, qui est un peu long à recomposer par les infirmières, qui nécessite plusieurs manipulations différentes et des précautions d'administration, mais qui est globalement beaucoup mieux toléré hein, que l'amphotericine B désoxycholate. Et donc, ce schéma avec une dose d'infotéricine B liposomale associée au, au traitement oral de par flucytosine 25 mg kilo 4 fois par jour et au fluconazole à 1200 mg par jour pendant 14 jours. Donc, une dose AJ1 d'infotéricine B liposomale et 14 jours de bithérapie orale, eh bien, fait aussi bien que le traitement de référence. Et associé à moins d'effets indésirables, puisque, hop, je passe la dia, il y a bien moins de transfusion, d'hypocalémie, et après, pas beaucoup de différence euh, sur les autres effets indésirables potentiels. Voilà. Et si on reste toujours dans les questions un peu techniques sur la partie cryptococos, comment tu fais pour mesurer l'impression du LCS? Ah. Alors, eh bien, il y a malheureusement pas de consensus. La méthode la plus simple, je dirais, c'est de prendre une tubulure et de brancher cette tubulure l'aiguille hein, de la ponction lombaire, de laisser par contre, il faut que le bassin soit bien allongé, hein, et de laisser donc le LCR remonter jusqu'à un certain niveau, jusqu'à ce qu'il soit à l'équilibre, hein, et de mesurer cette hauteur qui correspond donc à la pression en millimètres de mercure. Voilà. C'est ce que nous faisons. Et toujours dans les questions techniques, qu'aussi, si tu veux, je pourrais te laisser poser les questions pneumocystos, par exemple. Je prends juste la dernière cryptococose. Il y a quelqu'un qui demande, est-ce que tu passes systématiquement au traitement de consolidation après les 2 semaines ou est-ce que tu fais un contrôle microbiologique avant de passer à la consolidation?
Alors, dans les schémas actuellement recommandés, le contrôle microbiologique n'est pas nécessaire. Il a été évalué dans les études comme critère de jugement secondaire, puisqu'on sait hein, que c'est vrai que c'est associé à la survie. Hein. Plus on claire vite le LCR de nos patients, meilleure est la survie. Par contre, donc nous, c'est vrai que si on fait une PL, on va refaire un examen mycologique pour vérifier l'efficacité, mais c'est pas systématique. Je pense qu'il faut surtout miser donc sur la surveillance biologique des effets indésirables du traitement, qui marche vraiment très bien, et se fier à la durée de 14 jours plutôt que d'essayer d'adapter à chaque patient et notamment aux résultats hein, des PL de contrôle et de leur examen mycologique en cas de bonne réponse clinique. Ok, je te laisse prendre la relève aussi. D'accord, donc, je viens de me retrouver. Je ne sais pas si on en a parlé. La biologie moléculaire, la PCR de la pneumocystose remplace-t-elle la disponibilité, enfin, en matière de, sur le plan de disponibilité et coût, est-ce que la PCR pneumocystose remplace la mycologie classique? Alors, le problème de la PCR est éventuellement un manque de spécificité, puisqu'il est possible d'avoir une PCR pneumocystis positive sur les prélèvements pulmonaires sans pour autant avoir de pneumocystose. On le voit, nous notamment, parce que bon, dans notre centre, les mycologues ont la PCR pneumocystis facile chez tout patient immunodéprimé. Et c'est vrai qu'on trouve des PC, enfin, on peut avoir un portage transitoire hein, de pneumocystis. Ce portage est d'autant plus fréquent qu'on est immunodéprimé et donc on est à risque de pneumocystose. Et il n'y a pas de consensus sur le cut-off à retenir de nombre de cycles pour définir une PCR positive ou négative. On retient généralement dans la littérature sur le LBA une positivité à plus de 1000 hein, cycles. Le, euh, c'est pour ça hein, qu'on associe encore la PCR à l'examen direct, mais je dois dire que de mon expérience, on trouve beaucoup moins de pneumocystose grâce à l'examen direct, y compris hein, en pratiquant une méthode d'immunofluorescence, que grâce à la PCR. Maintenant, si on a une immunofluorescence positive, on est sûr de notre diagnostic, alors qu'il faut relativement interpréter une PCR positive. Ceci dit, si on est devant un patient VIH très immunodéprimé avec des CD4 bas qui se présente avec une toux, une dyspnée et une radiographie montrant des lésions envers des polyps bilatérales et qu'on a une PCR positive, on peut retenir le diagnostic de manière certaine et il n'y a pas ce problème de manque de spécificité. Parfait. Alors, je ne sais pas si cette question a été répondue. Le passage de la dose du traitement inductif à la dose de consolidation est-elle systématique? Est-il systématique? Ou Euh, est-ce qu'on peut être amené à arrêter le traitement après la dose de traitement inductif? Par exemple, si on a une bonne évolution, par exemple. Alors non, il faut absolument faire ensuite le traitement de consolidation et le traitement d'entretien. Si on ne met pas de fluconazole à la suite du traitement d'induction, il y aura des rechutes. On n'aura pas encore réussi à restaurer l'immunité de notre patient puisque on n'aura même pas encore introduit les antirétroviraux puisqu'on est censé attendre 4 à 6 semaines hein, avant de les introduire. Donc dans la cryptococose, il faut vraiment hein, respecter l'étape de consolidation par fluconazole à 800 mg par jour pendant 8 semaines et ensuite passer au traitement d'entretien dont la durée là effectivement peut être discutée mais on doit attendre à la restauration immunitaire de notre patient ou alors traiter pendant un an avec du fluconazole à 200 mg par jour pour prévenir Ah, les rechutes. parfait. Alors, quelle est la place de la corticothérapie dans la prise en charge de la pneumocystose chez les personnes Et Eh vivant bien, avec le virus? l'ajout de corticoïdes à dose décroissante hein, sur 20 jours dans la pneumocystose pulmonaire et uniquement chez les patients oxygéno-requérants ou ayant une PaO2 inférieure à 70 de millimètres de mercure a montré un bénéfice sur la mortalité. C'est un bénéfice franc et net. Hein. Donc le schéma, il associe, j'ai mis une dia là-dessus, hein. Euh, il associe de la prédnisone 40 mg matin et soir pendant 5 jours, puis 40 mg par jour pendant... Tiens, ça a sauté.
Dans pendant un jour encore? 10 jours, enfin 5 jours, et puis après encore pendant les 5 derniers jours, 20 milligrammes par jour. Est-ce que ce protocole s'applique au terrain immunodéprimé hors VIH? Alors, c'est un éternel débat. Il y a eu la parution récente d'une étude qui montrait que chez les personnes non VIH atteintes de pneumocystose, hein, donc mais atteintes d'une autre forme d'immunodépression, par conséquent, il n'y avait pas de bénéfice à l'introduction de la prénisone. Il n'y avait pas non plus plus de complications. Euh, donc, bon, voilà. En théorie, on devrait probablement pas le faire, mais j'avoue qu'en pratique clinique, on se laisse encore de temps en temps, hein, chez les patients les plus graves, intubés, ventilés en réanimation, à mettre la prénisone. À tort ou à raison, voilà. Ce dernier article a l'air plutôt de dire qu'il ne faut pas le faire. Enfin, que ce n'est pas nécessaire. D'accord. Alors, comment diagnostiquer et traiter les candidémies nosocomiales en soins intensifs? Alors pour les candidémies, enfin, le diagnostic c'est sur donc les hémocultures positives à candida. En soins intensifs, on est principalement embêté sur des infections de cathéter chez les patients vivant avec le VIH, puisque sinon les autres types de patients c'est ceux ayant eu une chirurgie abdominale. Eh bien le traitement repose sur la caspofungine. Je ne sais pas du tout si elle est accessible ou pas au Bénin. La caspofungine a fait mieux que le fluconazole, hein, en traitement probabiliste, et il est recommandé actuellement de laisser la caspofungine jusqu'à documentation de l'espèce de Candida et de la réalisation d'un antifongigramme pour vérifier sa sensibilité au fluconazole. Et en cas de sensibilité et d'amélioration clinique du patient avec négativation des hémocultures de contrôle, on peut faire un relais par fluconazole 800 mg par jour. Ok. Voilà, et la durée de traitement, c'est 14 jours à partir de la dernière hémoculture négative. Et en cas de candidémie, il faut systématiquement rechercher une endocardite associée et bien sûr enlever les cathéters probablement responsables de la candidémie. Parfait. Je crois que j'ai parcouru les questions, hein. Oui, ça me paraît parfait qu'on est pile poil dans le timing en plus, puisqu'il est 45 et qu'on va donc avoir le plaisir d'écouter maintenant Alexandra, de remercier beaucoup Anne, et puis on regrette de ne pas Merci, avoir Anne. pu te voir, et à part ça, Oui, je c'était suis vraiment vraiment parfait. désolée. Qui est pour rien, c'est pas grave. Donc Merci encore Alexandra, à vous de m'avoir invitée. Bonjour, vous m'entendez? oui, très bien. Oui, parfaitement. Ok, bon ben super, merci beaucoup. Je vais partager mon diaporama. Vous le voyez? Pas encore. Oui, on la voit maintenant. Ok. Je vais commencer par Il faut peut-être l'histoplasmose. laisser en diaporama. Là, je l'ai mis en grand, vous le voyez en grand? Oui, c'est bon. Non, Non? Oui, moi je vois, c'est parfait, hein? oui, c'est C'est un bon. oui. Ok. Je commence par l'histoplasmose parce que ça, comme ça fait le lien toujours chez le patient VIH avec ce que Anne a présenté. C'est un peu différent pour l'aspergillose pulmonaire chronique. Ça sera un chapitre un peu à part. Donc merci beaucoup de m'avoir proposé de faire ce topo. Moi je m'appelle Alexandra Serris et je suis médecin dans le service de maladies infectieuses et tropicales de l'hôpital Necker à Paris. Et donc je commence à vous parler d'histoplasmose en commençant par une patiente alors que j'avais vue quand j'étais chef de clinique dans un autre hôpital parisien. Mais donc c'est une patiente de 40 ans qui est née en Colombie, qui vivait en France depuis 3 ans, et puis qui avait consulté pour une altération d'état général avec une fièvre, une perte de 10 kilos, une asthénie depuis 1 an, et puis depuis 3 mois, l'apparition d'une toux avec une expectoration. À l'arrivée aux urgences, elle était fébrile, elle était dyspnique et oxygéno-requérante. On avait dû lui mettre 3 litres d'oxygène, elle était hypotendue. Au scanner, on voyait ces images de plage en verre dépoli avec quelques infiltrats nodulaires. Il y avait des ganglions sus et sous-diaphragmatiques. Puis elle avait des troubles du comportement. Alors elle a eu une IRM qui montrait, je ne sais pas si vous voyez là, ces petits micros abcès un peu partout ici, là, ici, ici aussi, etc. Et puis
Alors, on lui avait fait un trot VIH qui avait révélé une positivité et puis qui avait été confirmé par la sérologie. Et puis le bilan biologique montrait une insuffisance rénale aiguë et un syndrome d'activation macrophagique avec une pancytopénie, une ferritine à 60 000 et une hypertriglycéridémie. La patiente était transférée en réanimation et à ce moment-là, les hématobiologistes nous appelaient parce qu'ils avaient fait un frottis devant la pancytopénie et ils voyaient ces éléments que vous voyez là au bout de la flèche dans les polynucléaires. Et ça, c'est des pseudo-levures, quoi. Et donc, c'était un diagnostic d'histoplasmose. En fait, cette patiente, elle n'est pas qu'une histoplasmose, et ça, c'était un message par rapport à tout ce qu'on a dit sur les infections fongiques avant, c'est que c'est des patients qui sont très immunodéprimés, et donc ils ont souvent plusieurs infections en même temps. Et donc là, cette patiente, elle était arrivée avec 10 CD4 et une charge virale à 6 log. Et en fait, elle avait une histoplasmose disséminée, puisqu'elle avait des hémocultures positives à Histoplasma capsulatum, une, euh, une, un LBA avec un examen direct positif pour les levures et une PCR histoplasma positive dans le sang. Et puis elle avait aussi une toxoplasmose parce qu'elle avait une PCR toxoplasma positive dans le sang et dans le LCR. Et puis elle avait aussi une infection à Mycobacterium avium parce que la culture de son LBA était positive à mycobactéries. Donc c'est pour dire que c'est des patients voilà, qui arrivent, qui sont très très immunodéprimés et qui font souvent plusieurs infections en même temps. Donc l'histoplasma, c'est un champignon dimorphique. Dimorphique, ça veut dire qu'il a deux formes selon la température et l'environnement. Donc dans les tissus, il a la forme levure et dans l'environnement, il a une forme filamenteuse. On a décrit deux variétés d'histoplasma. Histoplasma capsulatum variant capsulatum, qui est l'histoplasmose la plus fréquente, qui est celle qui est la plus associée à l'épidémie VIH dans le monde. Et puis l'histoplasma capsulatum variant Duboisi, dont je dirai juste quelques mots après. Le réservoir de l'histoplasmose, c'est le guano des chauves-souris et les déjections des oiseaux. On retrouve pas toujours hein, une exposition à ça chez les patients. Alors, l'histoplasma variante Duboisi, elle est surtout décrite en Afrique subsaharienne et sur une zone tropicale assez limitée, donc entre le 15e latitude et 10e. Ça, c'est une revue de la littérature de 99 à 2019 tous les cas qui avaient été rapportés dans le monde et vous voyez hein, que c'est quand même principalement des cas en République démocratique du Congo, également Nigeria, Bénin, Côte d'Ivoire, un peu Mali aussi. Et c'était des patients qui étaient parfois très jeunes. Il y avait 30% de patients qui avaient moins de 30 ans, de 18 ans, pardon, et 20% de patients VIH dans les séries. Donc c'est une infection qui peut toucher des sujets apparemment immunocompétents. Et la triade classique de cette histoplasmose, c'est une atteinte cutanée, une atteinte osseuse et une atteinte ganglionnaire. Alors on n'a pas toujours les trois en même temps. Mais il y a 60% de formes disséminées. Donc ça fait des nodules comme ça, des lésions un peu à l'emporte-pièce sur les os et puis des adénopathies qui peuvent être très volumineuses. Histoplasma variant capsulatum, c'est la mycose endémique la plus fréquente associée au sida dans le monde. Associée au sida, elle est sous forme disséminée dans majoritairement des cas et elle est associée au stade sida, c'est-à-dire avec moins de 200 CD4. Et ça, c'est une carte du monde qui date de 2020 sur la prévalence de l'histoplasmose telle qu'elle a été rapportée dans plusieurs pays. En fait, on ne sait pas très bien quelle est la prévalence de l'histoplasmose en Afrique subsaharienne. On sait par exemple qu'en Amérique du Sud, la morbidité, la mortalité associée à l'histoplasmose est estimée comme similaire à celle de la tuberculose. Mais en Afrique subsaharienne, c'est plus compliqué. On a peu de données, notamment parce qu'on n'a pas de bons tests diagnostiques faciles ni de dépistage. On va en reparler. Et donc, il y a un antigène, j'en reparlerai tout à l'heure, il y a un antigène qui a été mis au point qu'on peut détecter notamment dans les urines. Et donc là, il y a une étude qui a eu lieu et une autre étude qui est en train d'être mise en place pour confirmer et étendre ces résultats, pour essayer d'estimer quelle est la prévalence de l'histoplasmose. Donc, ils ont pris une étude qui s'appelle l'étude STATIS, qui inclut des patients VIH qui avaient moins de 100 CD4, qui étaient nouvellement diagnostiqués en Côte d'Ivoire. Et l'étude portait sur la tuberculose. L'idée, c'était de voir si est-ce qu'il y avait un bénéfice à traiter les patients
pour la tuberculose tout de suite ou d'attendre de voir si on pouvait diagnostiquer la tuberculose chez eux. Donc une étude qui est faite pour autre chose, mais avec des patients très immunodéprimés qui ont moins de 100 CD4. Ils ont récupéré les urines de ces patients et ils ont fait a posteriori des antigénuries histoplasma sur ces patients. Et ils se sont aperçus qu'il y avait 24% des patients qui étaient positifs, ce qui était à peu près la prévalence de la tuberculose dans cette étude. La présentation clinique, elle est variable. Et après, c'est un peu difficile de savoir, est-ce que la présence de cet antigène est vraiment le témoin d'une maladie active ou pas? Ce qu'on voit, c'est que les patients qui avaient un antigène plus avaient une mortalité plus grande que celles qui avaient un antigène négatif. Donc 22% de décès chez les patients avec un antigène plus versus 13%. Donc ça veut dire plusieurs choses. Ça veut dire que tous les patients qui ont un antigène positif ne meurent pas, mais il y a quand même une surmortalité associée à cet antigène. Alors pourquoi, s'ils ont vraiment une histoplasmose, ces patients ne meurent pas? On peut penser que c'est des patients qui étaient inclus dans l'essai, donc qui étaient rapidement mis sous ARV, et donc la restauration rapide de l'immunité par la mise en place d'un traitement contre le VIH a pu peut-être permettre de guérir un certain nombre de ces formes d'histoplasmose qui n'étaient peut-être pas très symptomatiques. Donc c'est un peu difficile, c'est pas aussi simple qu'avec l'antigène crypto, mais on peut quand même probablement utiliser cet antigène urinaire pour étudier l'histoplasmose, essayer de savoir la dépister et connaître sa véritable prévalence. Donc, la physiopathologie de la maladie, c'est une inhalation. Et ensuite, ce qui se passe, ça dépend du nombre de conidies que vous avez inhalé, donc de la charge fongique, de votre réponse immunitaire globale, et puis de l'état des poumons des personnes. Voilà. Et ensuite, donc, on inhale. C'est un champignon qui rentre dans les macrophages et les PNN. Et puis ensuite, il peut, via ces cellules, disséminer dans tout le corps. Donc d'abord, il y a plusieurs tableaux associés à l'histoplasmose. Le plus fréquent, c'est l'histoplasmose pulmonaire aiguë. Donc ça se voit notamment chez les hôtes immunocompétents qui vont visiter des grottes ou qui ont une exposition assez importante à l'histoplasmose. L'incubation, elle est de 7 à 21 jours. Le plus souvent, c'est asymptomatique. Un certain nombre de patients présentent un syndrome pseudo-grippal qui peut être léger, voilà, et souvent ça passe pour une grippe ou une virose respiratoire qui guérit toute seule. Dans un petit nombre de cas, l'infection peut être plus symptomatique avec de la fièvre, des frissons, une toux sèche, une dyspnée, etc. On peut voir à la radio soit un infiltrat interstitiel, soit des lésions de pneumonie ou des adénopathies qui sont en général hilaires. Il peut y avoir aussi des manifestations dysimmunitaires associées avec des arthralgies, des arthrites, des érythèmes noueux. Et pour certains patients, vraiment un petit nombre, il peut y avoir un risque d'évolution vers une détresse respiratoire aiguë avec une atteinte interstitielle diffuse. C'est probablement lié à la charge fongique peut-être pour certaines personnes qui auraient inhalé énormément de conidie ou peut-être qui auraient certains terrains génétiques particuliers. Le traitement pour l'histoplasmose pulmonaire aiguë, il vient d'être mis à jour par les recommandations américaines donc de l'IDSA là cette année. Et globalement, ce qu'ils disent, c'est qu'il y a une guérison spontanée qui se fait dans le mois le plus souvent. Donc le plus souvent, il faut pas traiter les patients. Et on peut traiter les patients si le patient est symptomatique pendant plus de 4 semaines ou s'il s'aggrave sur le plan clinique ou radiologique, ou si c'est un patient qui est à risque de développer une forme grave ou disséminée. Et les patients à risque, ce sont globalement les patients immunodéprimés. Donc il y a plusieurs types d'immunodépression, mais principalement c'est les patients VIH ou les patients qui sont sous corticoïdes. Et à ce moment-là, le traitement recommandé, c'est l'itraconazole à la durée de 6 à 12 semaines. Ensuite, il y a l'histoplasmose pulmonaire chronique qui concerne un petit nombre de patients qui ont développé une histoplasmose aiguë. Et les facteurs de risque, c'est le fait d'être un homme d'un certain âge et puis surtout d'avoir une pathologie pulmonaire sous-jacente, donc soit de l'emphysème à cause du tabac, soit une autre pathologie pulmonaire sous-jacente, soit un traitement immunosuppresseur, surtout de type corticoïde.
Et ça ressemble globalement sur le plan clinique à une tuberculose. C'est des patients qui ont une toux qui est plutôt productive, une perte de poids, une asthénie, de la fièvre. Il peut y avoir des épisodes d'hémoptysie. Et à l'imagerie, on peut voir des nodules ou des cavités, comme vous le voyez là sur cette radio ici. C'est pas une tuberculose, c'est une histoplasmose pulmonaire chronique qui forme une caverne souvent du lobe supérieur, avec un épaississement des parois, et ça peut évoluer vers la fibrose. Et à ce moment-là, il faut traiter. Et le traitement, c'est toujours l'itraconazole de façon assez prolongée, parce que c'est des formes qui sont assez lentes, qui répondent lentement au traitement. Et puis le dernier tableau clinique de l'histoplasmose, c'est l'histoplasmose disséminée qu'on voit principalement chez les patients très immunodéprimés, donc typiquement les patients qui vivent avec le VIH et qui ont des CD4 inférieurs à 150, voire même inférieurs à 100 ou inférieurs à 50. Le tableau initialement n'est pas toujours sévère. Il peut évoluer de façon un peu indolente, un peu, un peu subaiguë, et puis d'un coup les choses s'accélèrent et l'évolution est rapide vers la défaillance multiviscérale avec toujours pareil, des symptômes qui peuvent beaucoup faire comprendre le tableau avec une tuberculose, de la fièvre, perte de poids, de la toux, des adénopathies, une hépatosménomégalie. Il peut y avoir des lésions cutanées aussi qui évoquent plutôt l'histoplasmose que la tuberculose d'ailleurs. À l'imagerie, on a souvent un syndrome interstitiel, et au scanner, soit une miliaire, soit des nodules qui peuvent être excavés, mais on peut aussi avoir des condensations. On a aussi souvent des adénopathies qui sont plutôt hilaires et symétriques. Et bon, voilà, pas de choses non plus hyper caractéristiques de l'histoplasmose. Ça peut ressembler à une tuberculose. Sur le plan biologique, l'histoplasmose, elle peut être associée à un syndrome d'activation macrophagique et donc on a souvent des LDH élevés, une anémie, une thrombopénie, parfois même une neutropénie, une hyperfériténémie aussi qui est associée. À l'anatomopathologie, pardon, quand on fait de l'histologie, on voit du granulome qui peut aussi être confondu avec le granulome de la tuberculose. Pour le diagnostic de l'histoplasmose, le gold standard, c'est la culture mycologique. On peut faire de la culture, soit les hémocultures, soit de la moelle osseuse. Les sites les plus rentables, c'est vraiment la moelle osseuse et le LBA. S'il y a des lésions cutanées, évidemment, il faut les biopsier. S'il y a des ganglions accessibles aussi, ça peut être utile. Le problème, c'est que tout ça, c'est des prélèvements invasifs qui ne sont pas très sensibles, donc qui peuvent être négatifs alors que le patient a vraiment une histoplasmose disséminée. Ça nécessite, comme c'est un champignon dimorphique, qui peut changer de forme et être contagieux en laboratoire, ça nécessite un P3. Et puis, la durée de culture est assez longue, 2 à 3 semaines, parfois même jusqu'à 5, 6, voire 8 semaines. Et donc, c'est des patients pour lesquels on a besoin d'un diagnostic rapide et c'est pas toujours possible d'attendre une culture si longue. Donc, il y a des tests rapides antigéniques qui ont été développés. Et le plus intéressant, c'est le lateral flow essai. C'est un test rapide. Alors, il est validé uniquement dans l'urine. Et c'est le test qui a été utilisé pour la première étude que je vous ai montrée pour le dépistage de l'antigénurie légionnelle. En général, on essaye de le confirmer par un deuxième test ELISA, qui est un test qui prend du temps et qui est cher. Mais le test rapide antigénique, il a une bonne sensibilité, une bonne spécificité. Un des problèmes de ce test, c'est que visiblement, avec les premières données qu'on a, quand on a fait une histoplasmose, après le test peut rester positif très longtemps. En fait, c'est comme l'antigène cryptocoque. Vous savez qu'il ne faut pas suivre l'antigène cryptocoque pour suivre une cryptococcose neuroméningée notamment, mais même les autres. Parce qu'en fait, l'antigène cryptocoque, il peut rester positif pendant très longtemps, voire des années dans le sang, sans que ça veuille dire quoi que ce soit. Et là, c'est un peu pareil. Probablement, ce test peut rester positif très longtemps et ça ne veut pas dire que l'infection n'est ni contrôlée ni récidivante. Donc là, il y avait une étude qui avait été faite par des collègues euh, de la Guyane qui se posait la question des facteurs associés à la mortalité en réanimation pour des patients qui ont été hospitalisés pour une histoplasmose. Vous voyez la pathologie sous-jacente, donc c'était un Cayenne, il y avait majoritairement des patients vivant avec le VIH, tous avec des CD4 inférieurs à 100, et puis les autres, c'était des patients très immunodéprimés avec une hémopathie maligne, une transplantation d'organes solides. Mais il y avait quand même 15% de patients qui n'avaient pas de facteurs de risque. Souvent, ils étaient diabétiques.
mais des patients qui étaient a priori immunocompétents. Alors peut-être que ces patients-là, c'est pas tout à fait la même physiopathologie que les autres. Ce qui était intéressant, c'est que la durée médiane des symptômes avant l'arrivée en réanimation était de 23 jours. Donc c'est pas un tableau hyper brutal, avec pratiquement tous les patients avec des symptômes respiratoires, un peu plus de la moitié des patients avec des symptômes digestifs, et puis 40% des symptômes neurologiques aussi. Donc avant l'arrivée en réanimation, c'est pas un tableau très brutal. C'est une évolution plutôt subaiguë. Par contre, une fois que le patient s'aggrave et qu'il arrive en réanimation, là, c'était très grave. Dans les 24 heures suivant l'admission en réanimation, pardon, 85% des patients étaient en détresse respiratoire aiguë, avec presque 80% des patients en état de choc, 80% des patients qui étaient intubés, la moitié qui avait besoin d'une épuration extra-rénale, 30% qui étaient dans le coma et un syndrome d'activation macrophagique presque dans la moitié des cas. Donc quelque chose qui s'aggrave brutalement et qui met les patients en défaillance multiviscérale. Le scanner, bon, bah, c'était les scanners qu'on connaissait, miliaire, macronodule, adénopathie. Le traitement, il avait été le plus souvent initié par ambisome. Et il y avait 20% de patients qui avaient reçu de l'itraconazole en première ligne. La mortalité à 30 jours était de 53% et il était associé à un score SOFA élevé, à la présence d'un syndrome d'activation macrophagique et au délai entre le début des symptômes et l'initiation du traitement. Et donc, globalement, ce que retenait cette équipe, c'était que le tableau clinique était non spécifique. C'était globalement un tableau de défaillance multiviscérale chez un patient immunodéprimé, notamment un patient VIH, qu'il fallait y penser s'il y avait une miliaire et un syndrome d'activation provoquait l'histoplasmose, que le LB et la ponction médulaire étaient les examens les plus rentables, et que peut-être chez ces patients, il faut peut-être discuter de mettre un traitement antifongique probabiliste avant les résultats mycologiques, parce que vraiment, le délai entre le début des symptômes et le début du traitement était un facteur pronostic majeur, que le diagnostic est difficile à faire, et donc peut-être que dès qu'on a fait tous les prélèvements, il faut commencer le traitement par ambisome sans attendre la confirmation si le patient est grave, quitte à l'arrêter un peu plus tard si finalement les résultats sont négatifs. Alors, du coup, il y a des auteurs qui se sont posé la question d'essayer de différencier histoplasmose disséminée et tuberculose, puisque c'est des patients vivant avec le VIH qui vivent dans des zones d'endémie de tuberculose et d'histoplasmose. C'est difficile à faire. Donc, voilà, il y a un score qui a été fait. C'est intéressant, alors je vous l'ai mis là, le score. Globalement, l'intérêt, c'est que c'est un score qui est pas trop difficile à faire, qui prend en compte le performance status, la présentation pulmonaire ou pas, le fait d'avoir des adénopathies de plus de 2 cm, de savoir le taux de CD4, les ASAT, les PNN, les plaquettes. Donc quelque chose assez facile à faire. Et en gros, il disait si là, tous les coefficients qui sont supérieurs à 1, c'est des facteurs qui sont associés à l'histoplasmose, inférieurs à 1, ces facteurs associés à la tuberculose. Et avec ce score, ils arrivaient à classer quand même pas si mal les patients, vous voyez, puisque je vous ai mis en rouge, là, sur les 100 patients histoplasmose, il y en avait 5 qui étaient classés selon le score comme plus probable de tuberculose. Et pareil pour la tuberculose, 6 sur les 88 qui étaient mal classés en histoplasmose. Donc un score qui peut peut-être aider à orienter, même si évidemment hein, sa performance n'est pas de 100%. Alors le problème aussi, c'est que c'est des patients qui sont très immunodéprimés et qui vivent en zone d'endémie, et donc bah, il y a des co-infections fréquentes entre l'histoplasmose et la tuberculose. Vous voyez, si on met les deux cartes à côté de prévalence de l'histoplasmose et la tuberculose, on voit que c'est un peu les mêmes zones. Et donc, il faut savoir faire la différence, mais il faut aussi pas rater les co-infections possibles. Et puis, une fois qu'on a fait diagnostiquer la co-infection, il faut savoir comment traiter, qu'est-ce qu'on traite en premier, est-ce qu'on traite les deux? Le problème, c'est les interactions médicamenteuses entre la rifampicine, qui est un inducteur enzymatique, l'itraconazole, les antirétroviraux. Donc c'est assez compliqué. On peut pas mettre tous les antirétroviraux avec l'itraconazole. La rifampicine et l'itraconazole, bon, ben, on risque d'avoir des dosages indosables d'itraconazole, donc il faut augmenter les posologies d'itra, voir sinon penser à une autre molécule que la rifampicine. Mais c'est vraiment des infections qui sont difficiles à traiter ensemble. Donc, le traitement de l'histoplasmose disséminée, il y a eu peu d'études, mais là, c'était une étude qui avait comparé itraconazole versus, en première intention, versus ambisome ou amphotéricine B désoxycholate pendant 2 semaines, puis itraconazole. Et globalement, ce qu'on voit, c'est que l'amphotéricine B
fait mieux que l'itraconazole. Pardon, c'est pas le fluconazole, là je me suis trompée. Ça fait mieux que l'itraconazole en termes de clairance de la fongémie et de négativation de l'antigène. Et c'était une étude qui avait comparé amphotericine B liposomale et amphotericine B désoxycholate. Et globalement, l'amphotericine B liposomale, comme vous le savez, est moins toxique que l'amphotericine B désoxycholate. Et elle était aussi associée à une meilleure survie. Alors, je ne sais pas si elle est vraiment plus efficace, mais comme elle est moins toxique, il y a moins d'arrêts de traitement. Et donc, peut-être c'est pour ça que les patients survivent mieux avec l'amphotericine B liposomale. Et donc, les recommandations, c'est de traiter les formes sévères par amphotericine B liposomale, 3 mg kg par jour pendant 2 semaines. En alternative, l'amphotericine B désoxycholate si l'amphotericine B liposomale n'est pas disponible. Et en relais, l'itraconazole. Pour les formes légères à modérées, on peut se permettre de donner l'itraconazole tout de suite, sachant que les formes sévères, dans ces recommandations-là américaines, étaient définies par au moins un des symptômes suivants, donc défaillance respiratoire, hémodynamique, neurologique ou rénale, trouble de la coagulation, ou performance status supérieure à 2, donc c'est des formes très sévères. Et sinon, on peut peut-être se permettre de traiter par itraconazole en première intention. La durée, elle est longue parce qu'il y a un risque de rechute, donc c'est au moins 12 mois. Pour les patients VIH qui restaurent très vite leur immunité, qui deviennent indétectables et qui ont des CD4 qui remontent, on peut peut-être discuter de faire un peu moins longtemps, mais c'est à discuter. Et puis, si il y a des patients qui restaurent pas leur immunité parce qu'ils ont des co-infections ou parce qu'ils prennent pas bien leur traitement, il faut envisager de prolonger le traitement plus que 12 mois, en tout cas aussi longtemps que les CD4 sont inférieurs à 150. Et là, c'était aussi les collègues toujours de Cayenne qui avaient essayé de se poser la question de savoir est-ce qu'on pourrait identifier les formes graves facilement chez les patients VIH. Donc, ils ont fait un score, et c'est pareil, c'est un score qui a l'avantage d'être assez facile à utiliser, qui prend en compte le performance status, la dyspnée, la radio, un peu de biologie. Et en gros, ce qu'ils trouvaient, c'est que si on a un score inférieur à 5 au diagnostic, à ce moment-là, la mortalité prévisible sous traitement est inférieure à 5% à J30. Et donc, peut-être, on peut se permettre de commencer par itraconazole. Par contre, si on a un score supérieur à 5, à ce moment-là, la mortalité prévisible, elle est supérieure à 30% à J30. Et à ce moment-là, il vaut mieux, si c'est possible, privilégier l'infotéricine B. Le timing de l'introduction des ARV, ben, c'est aussi vite que possible, sauf s'il y a une atteinte cérébrale de l'histoplasmose pour éviter un possible iris cérébral. Alors l'iris, donc c'est le syndrome de reconstitution immunitaire inappropriée. C'est rare associé à l'histoplasmose, hein, c'est pas comme avec la cryptococcose ou la tuberculose. En général, ça survient dans les 60 jours qui suivent l'introduction des ARV. Et si ça survient sous traitement, la conduite à tenir, c'est comme pour les autres iris, c'est poursuite des ARV, poursuite du traitement antifongique. Et s'il y a une manifestation qui menace le pronostic vital, donc c'est souvent quand c'est un iris cérébral le problème, c'est les corticoïdes. Voilà, en essayant de ne pas donner trop de corticoïdes parce que c'est quand même des patients qui sont très immunodéprimés. Et juste un mot de ce qui va peut-être arriver dans le futur, comme pour le protocole Ambition avec la cryptococcose, il y a une étude qui a été publiée en 2023, une étude de phase 2, donc pas encore beaucoup de patients, hein, 118 patients infectés par le VIH qui avaient une histoplasmose, il y avait 25 CD4 en médiane, et ils ont testé de voir si on pouvait donner une seule dose d'amphotericine B liposomale 10 mg kg versus le bras standard 3 mg kg jour pendant 14 jours. Et ils ont aussi essayé un bras intermédiaire aussi avec deux doses d'amphotericine B, une à J1 et une à J3. Et globalement, vous voyez ce qu'on montre, c'est qu'il y a, ça fait aussi bien, voire mieux, une seule dose d'amphotericine B liposomale 10 mg kg en termes de réponse clinique et de survie. Et ça fait par contre beaucoup mieux en termes de néphrotoxicité. Donc peut-être que dans le futur, il y aura l'équivalent du schéma ambition pour l'histoplasmose disséminée chez le patient VIH. Voilà, j'ai fini sur la partie histoplasmose. Je peux enchaîner sur l'aspergillose si vous voulez, et puis après, on pose les questions.
Ouais, ce sera peut-être plus efficace. Oui, c'est mieux Ok. d'enchaîner. Alors, je passe à la partie aspergillose chronique. Est-ce que vous voyez bien mon diaporama? Oui. Ok. Bon. Alors, bah là, du coup, c'est pas du tout la même ambiance. Donc, je vous présente pareil le cas d'un patient qu'on avait eu, un patient de 54 ans, hospitalisé pour hémoptysie massive. Donc, il est hospitalisé en unité de soins pneumologiques intensives. Il est artério-embolisé en urgence. C'est un patient qui a pas mal fumé. Il a 50 paquets années. Il n'a pas d'autres antécédents. Et sur la radio, on voit ça. Donc, une énorme caverne. Donc, on appelle l'infectiologue pour suspicion de tuberculose. On lui fait un scanner et donc vous voyez, il y a cette grosse caverne à parois épaissies là, comme ça. Et puis il y a d'autres lésions aussi un peu plus nodulaires, excavées aussi dans l'autre lobe. Et puis à part ça, il a un parenchyme très abîmé. Et donc en fait, ce patient lui fait un LBA et la culture du LBA est positive à Mycobacterium xenopy. Et la culture mycologique est positive à Aspergillus fumigatus. Il a une sérologie aspergillère positive et du coup, c'est une co-infection Mycobacterium xenopy et Aspergillus. Voilà, donc la question se pose de savoir comment traiter. Est-ce qu'on traite les deux pathogènes ensemble? Comment on gère les interactions médicamenteuses? Est-ce qu'on se traite de façon séquentielle ou pas? Donc là, on va un peu parler d'aspergillose pulmonaire chronique. Donc la physiopathologie, c'est que l'aspergillus, c'est un champignon ubiquitaire qui se trouve dans le sol, les poussières un peu partout. On en respire tous les jours un peu. Et puis là, ce qui se passe, ça va dépendre de notre système immunitaire et de l'état de nos poumons. Donc, les conidies, elles peuvent se déposer dans les sinus et les poumons. Et puis, si on est immunocompétent avec un bon parenchyme pulmonaire, on élimine les conidies et il se passe rien. Si on a un profil plutôt allergique, asthmatique, etc., on peut faire une réaction allergique. Et ça, c'est une maladie de pneumologue qu'on voit et c'est l'ABPA. Si on a un grand déficit immunitaire de type un cancer, une transplantation d'organes solides, etc., à ce moment-là, on va pas avoir une bonne réponse contre le champignon et le champignon a un tropisme pour les vaisseaux, donc il va envahir les vaisseaux, il va envahir le parenchyme pulmonaire et disséminer via les vaisseaux dans d'autres organes, notamment le cerveau. Ça, c'est l'aspergillose invasive, dont je ne vais pas parler aujourd'hui. Et puis, chez les patients qui sont plutôt immunocompétents, mais qui ont un parenchyme pulmonaire abîmé, soit par des séquelles de tuberculose, soit par des séquelles de chirurgie ou d'autres choses, il peut y avoir une invasion limitée du parenchyme pulmonaire. Donc, c'est une maladie qui reste purement pulmonaire. Et ça s'appelle l'aspergiose pulmonaire chronique. Et donc, c'est un continuum entre euh, les différentes formes, en fait. Et on peut avoir, quand on a une réponse immunitaire un peu abîmée, soit localement, soit de façon systémique, on peut avoir une colonisation qui devient un aspergillome, qui peut s'associer à une aspergiose pulmonaire chronique. Et puis, si vraiment on est très immunodéprimé, à ce moment-là, l'aspergiose peut devenir invasive. La définition de l'aspergillose pulmonaire chronique, elle a été... alors, il y a plusieurs définitions. Il y a une classification qui a été proposée en 2016. L'idée, c'est qu'il y a un défaut de clairance mucociliaire et un déficit immunitaire local, plus ou moins une immunodépression modérée, par exemple une dénutrition, un diabète, ce qui fait que les spores qu'on a inhalés persistent, colonisent les voies respiratoires et envahissent localement les bronches et le parenchyme pulmonaire. Et ça fait plusieurs formes. Il y a plusieurs formes d'aspergillose pulmonaire chronique. Et donc, il y a une classification qui a été proposée en 2016 qui est un peu compliquée. Et comme vous voyez là, en plus, les formes peuvent se chevaucher et elles sont pas bien définies radiologiquement. En plus, on peut passer d'une forme à l'autre, donc c'est une classification un peu compliquée. Donc, moi, je pense qu'on peut simplifier les choses et parler d'un côté de l'aspergillome simple ou du nodule, qui n'est pas un nodule d'aspergillose invasive, hein, ou de l'aspergillose pulmonaire chronique sur des cavités. Et là, on peut distinguer s'il y avait une cavité préexistante, ça s'appelle l'aspergillose pulmonaire chronique cavitaire, qui peut évoluer vers la fibrose ou pas. Et puis, s'il n'y a pas de cavité, l'aspergillus peut créer sa cavité lui-même. Et donc ça, c'est
Ça a plusieurs noms dans la littérature, alors en plus, c'est pas facile de s'y retrouver. Mais c'est ça qu'on appelle l'aspergillose pulmonaire chronique nécrosante ou semi-invasive ou invasive subaiguë. Donc, les facteurs de risque qu'on retrouve dans la littérature, souvent, la littérature, c'est toutes les formes d'aspergillose pulmonaire confondues, donc c'est un peu difficile de s'y retrouver, mais globalement, c'est des séquelles, des cavités séquellaires ou des défauts de réponse immunitaire locale. Donc, les patients qui ont une tuberculose avec une caverne séquellaire ou des mycobactéries non tuberculeuses, des dilatations des bronches, des patients BPCO, des patients qui ont eu des cancers avec des séquelles de chirurgie, etc. Voilà. Et il y a quelques patients quand même qui développent des aspergilloses pulmonaires chroniques sans facteur de risque. L'aspergillome. Donc l'aspergillome, c'est la forme la plus simple. C'est une prolifération de spores aspergillaires qui sont organisées dans une boule, une balle fongique dans une cavité préexistante. Donc c'est les imageries que vous voyez là. En général, c'est complètement asymptomatique. Euh, Parce qu'il n'y a aucune invasion du parenchyme pulmonaire. Ce qui peut se passer, c'est que l'inflammation liée à la tumulus provoque une hypervascularisation de la cavité et donc des néovaisseaux plus fragiles qui peuvent éventuellement saigner. Et donc, le seul symptôme qu'on a en général, c'est une hémoptysie. On diagnostique ça, alors normalement, plutôt au scanner. On voit une cavité unique avec une paroi fine et à l'intérieur une boule fongique. Et il n'y a vraiment pas d'envahissement du parenchyme autour. Pour confirmer le diagnostic, on peut faire une sérologie aspergulaire et le scanner plus la sérologie suffit à retenir le diagnostic. Le traitement, il est purement chirurgical. Il faut enlever la partie du poumon affectée. Si on ne peut pas opérer et que le patient fait des hémoptysies, on peut faire des artérioembolisations pour éviter la récidive de l'hémoptysie. On peut avoir exactement la même chose dans le sinus, puisque quand on respire, les conidies, elles peuvent se déposer dans le sinus. Donc là, vous voyez un scanner avec euh, un corps étranger et souvent ça colonise les corps étrangers. Donc, par exemple, un amalgame dentaire. Et donc, c'est très fréquent. Ça se voit chez les patients immunocompétents. Vous voyez une image là de vue endoscopique d'une truffe aspergillaire. En général, les ORL sont capables de vous dire que c'est ça rien qu'à la nasofibroscopie. Le risque principal de ça, c'est la surinfection bactérienne. Et parce que, et à ce moment-là, ça fait une symptomatologie de sinusite bactérienne. Et donc, en général, on l'opère et on l'enlève, voilà, par voie endonasale. Mais il n'y a pas besoin de traiter par antifongique. Ensuite, pour l'aspergillose pulmonaire subaiguë ou chronique nécrosante, c'est une forme qui est un peu intermédiaire entre l'aspergillose pulmonaire chronique cavitaire classique et l'aspergillose invasive. Ah, pardon, c'est celle d'après, voilà. C'est quelque chose qui évolue un peu plus vite euh, que l'aspergillose pulmonaire chronique. Et c'est une aspergillose où il n'y avait pas de cavité préexistante. C'est l'aspergillus lui-même qui crée sa cavité. Donc ça, pour le diagnostic, le problème, c'est qu'il faut avoir un scanner antérieur pour savoir que le patient n'avait pas de cavité préexistante. C'est en général un peu plus symptomatique. Il y a plus de fièvre, d'amaigrissement, de tout. Il peut y avoir des hémoptysies. Et ça évolue en général de façon un peu plus rapide, donc en 1 à 3 mois. Le problème, c'est qu'il peut y avoir des co-infections avec la tuberculose, avec les mycobactéries non tuberculeuses, et donc c'est toujours difficile à diagnostiquer. L'aspergillose pulmonaire chronique cavitaire classique, donc c'est une ou plusieurs cavités, avec ou sans balle fongique, avec ou sans aspergillome. En général, on a une culture positive à aspergillus de crachat, et puis et ça évolue très lentement, donc en général sur plus de 3 mois. Pour le diagnostic mycologique, si on peut, c'est bien de faire des cultures de crachat parce que c'est des patients qu'on va traiter par antifongique pendant longtemps et qui peuvent acquérir des résistances. En plus, il y a pas mal de pesticides dans l'environnement qu'on utilise qui contiennent des azolés et donc on peut s'infecter directement avec un aspergillus résistant aux azolés. Et comme c'est des patients qui ont des grosses charges fongiques, on peut assez facilement sélectionner des résistances. Donc, si on peut, on fait des cultures. Et puis, l'autre intérêt de faire des prélèvements respiratoires, c'est vraiment d'éliminer les diagnostics différentiels. Vous voyez, le patient dont je vous ai parlé au tout début, il avait une co-infection Aspergillus et mycobactéries atypiques. Sur le scanner, ça peut vraiment se ressembler avec ses parois épaissies et ses poumons très remaniés. Et donc, c'est pas mal si on peut avoir une culture pour faire le diagnostic de co-infection.
Les autres examens, on les utilise très peu. Je vous les mentionne juste comme ça. La PCR, alors on peut faire une PCR Aspergillus qui détecte l'ADN. Alors il y a des études qui disent qu'elle est plus sensible que la culture, mais dans l'aspergillose pulmonaire chronique, elle est vraiment peu utile. Elle n'est pas du tout utile dans le sang non plus. Le galactomannan, c'est pareil. Dans le sang, on l'utilise pas parce que c'est des formes qui restent pulmonaires. Donc il y a normalement pas de positivité de ces marqueurs dans le sang. Ils peuvent aider parce que dans certaines études, voilà, on dit qu'ils sont plus sensibles que la culture. Mais si déjà on a une culture de crachat, c'est bien. Le bêta-glucane n'a pas d'intérêt dans cette maladie-là. Donc, le traitement de l'aspergillose pulmonaire chronique, l'objectif du traitement, c'est de réduire les symptômes respiratoires et de prévenir la destruction du parenchyme pulmonaire et l'apparition de la fibrose. C'est pas tout à fait la même chose que l'aspergillose pulmonaire invasive où l'objectif, là, c'est de faire une éradication microbiologique. C'est assez difficile d'obtenir une éradication microbiologique dans les aspergilloses pulmonaires chroniques parce qu'il y a une forte charge fongique, un parenchyme très remanié dans lequel les antifongiques ne diffusent pas bien. Et donc l'objectif thérapeutique n'est pas tout à fait le même. Et la prise en charge, elle repose sur plusieurs interventions qui sont toutes très importantes. Donc il y a le traitement médical repose sur les azolés, on va en discuter. Il y a le traitement chirurgical aussi qu'il faut systématiquement envisager. Et puis il faut surtout prendre en charge les comorbidités des patients, faire une prise en charge nutritionnelle et une réhabilitation respiratoire. Parce que c'est souvent des patients qui ont des séquelles, soit de tabagisme, soit de tuberculose, ou qui sont insuffisants respiratoires, qui sont souvent dénutris, qui ont plus de muscles respiratoires. Et donc, c'est surtout ça qui va conditionner leur pronostic, c'est de les renourrir et de leur faire de la réhabilitation respiratoire, de contrôler le diabète s'ils ont du diabète, d'arrêter le tabac s'ils fument, etc. Le traitement, il va être, comme je vous ai dit, très prolongé et donc il faut que ça soit un traitement qui soit oral et avec une bonne tolérance. Et donc le seul traitement qui a jamais été évalué dans un essai contrôlé randomisé, c'est l'itraconazole. Et donc voilà, cet essai qui date de 2013 et qui montre que itraconazole versus placebo, bah, il y a plus d'amélioration clinique et radiologique sous itraconazole que placebo. Là, c'était un traitement par itraconazole pendant 6 mois versus traitement symptomatique seul. Ensuite, il y a eu plusieurs études qui ont rapporté l'utilisation de voriconazole, d'isavuconazole, posaconazole, bref, les nouveaux azolés. Il n'y a pas eu d'études de comparaison, il y a des études de cohorte, et après des méta-analyses, et globalement, en termes d'efficacité, on a l'impression que c'est pareil. La question, c'est plus la tolérance. Et comme vous voyez, en fait, tous ces azolés, ils ont des effets indésirables. Et comme c'est des traitements prolongés, bah, à un moment ou à un autre, on peut faire face à ces complications. Et c'est pas les mêmes selon les azolés. Donc voilà, vous voyez là, c'était une étude qui comparait les effets indésirables sous Vori ou sous ITRA. La prévalence des effets indésirables était similaire dans les deux groupes. 35% dans les deux cas d'effets indésirables nécessitant l'arrêt du traitement. Mais dans le groupe itraconazole, c'est plus de la toxicité cardiaque et des troubles gastro-intestinaux avec un peu de neuropathie aussi. Parce que dans le groupe voriconazole, c'est plus de la toxicité cutanée, toxicité oculaire et aussi de la toxicité hépatique. Qu'est-ce qu'on fait si l'aspergillus est résistant aux azolés? Ben là, ça devient quelque chose de très difficile à traiter. Globalement, les recommandations, c'est de passer à un traitement IV par micafungine ou amphotericine B. Pendant le temps qu'on peut, donc 3 à 4 semaines, parce qu'en général, on peut pas tenir les patients plus longtemps avec des perfusions, c'est très compliqué. Donc, il y a des gens qui font des traitements séquentiels, qui font 3 semaines tous les quelques mois pour essayer de contrôler les choses, mais ça devient quelque chose de très difficile à traiter. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand il y a une co-infection Aspergillus et Mycobactéries? Bah, il faut essayer d'éviter de traiter les deux en même temps parce qu'il y a beaucoup d'interactions médicamenteuses, il y a un risque de toxicité majorée, donc il faut traiter ce qui tue le plus vite. Donc ça dépend un peu de quelle mycobactérie, si c'est une mycobactérie plutôt agressive ou pas. C'est difficile de faire la part des choses en général. Et si on veut traiter les deux en même temps, ce qui arrive, hein, il faut faire attention aux interactions médicamenteuses, éviter la rifampicine si on peut, et si on peut doser les médicaments.
Donc, le patient que je vous ai présenté, vous voyez, on a traité sa tuberculose, enfin, sa mycobactérie Xénopie par isoniazide, moxifloxacine et ethambutol, et on l'avait mis sous isavuconazole pour limiter les interactions médicamenteuses. Comment est-ce qu'on évalue la réponse au traitement? Ben, c'est une maladie qui évolue lentement vers la dégradation et puis qui s'améliore aussi lentement. Donc, on attend peu d'amélioration avant les 3 premiers mois de traitement. Ça, il faut le savoir et prévenir les gens. Et les critères de réponse, ils sont cliniques. Est-ce que les symptômes disparaissent? Est-ce que la personne reprend du poids, etc. Et puis aussi radiologique. Alors, on ne peut pas s'attendre à une diminution de la taille de la cavité, parce que ça diminue pas, le parenchyme, il est détruit et c'est irréversible. Par contre, ce qu'on regarde, c'est l'épaisseur de la paroi de la cavité et l'épaisseur de la plèvre quand il y a une atteinte pleurale. Et vous voyez là, c'est une bonne évolution du patient. Vous avez au diagnostic et 6 mois plus tard, si vous mesurez sa cavité, vous avez l'impression qu'elle est plus grande à 6 mois. Mais en fait, ce qui est important, c'est l'épaisseur de la paroi et l'épaisseur de la plèvre qui est bien diminuée. Donc ça, c'est une évolution favorable. La surveillance sous traitement, elle est d'abord clinique, comme on l'a dit, prise de poids, diminution des symptômes respiratoires, etc. Tolérance du traitement, ça c'est hyper important parce que c'est des traitements très prolongés. La marqueur microbiologique, c'est pas sûr qu'il faille trop les surveiller. La sérologie aspergillaire, elle est souvent utilisée, mais en fait, quand on regarde dans les études, sa décroissance, elle est pas très bien corrélée à l'évolution. Et les crachats, je pense qu'il y a un intérêt que s'il y a un échec. C'est-à-dire, on met très longtemps à négativer les crachats des patients parce qu'ils ont souvent des énormes charges fongiques. Donc, ça sert à rien de les refaire trop souvent. Si le patient évolue bien, il évolue bien. Et puis, par contre, effectivement, si il se redégrade, il évolue mal, je pense que ça vaut la peine de refaire des crachats pour justement rechercher une éventuelle résistance. Le scanner. Il faut le faire que quand on peut, mais c'est pareil, c'est une maladie qui évolue très lentement, donc ça sert à rien de refaire un scan avant 3 à 6 mois. Ensuite, la place de la chirurgie, il faut savoir que le risque de réinfection aspergillaire persiste tant qu'il existe des cavités, puisqu'il y a de l'aspergillus partout dans notre environnement. Et donc, en fait, l'exérèse chirurgicale des cavités résiduelles est le seul traitement qui prévient les rechutes et les réinfections. Donc voilà, après, le problème, c'est que c'est souvent des patients très comorbides, que les chirurgies, elles sont souvent importantes, c'est des lobectomies. Et donc, il faut toujours discuter avec toute votre équipe, avec le patient, des conséquences que peut avoir la chirurgie. Mais je pense qu'il faut l'envisager chez tous les patients. Et la durée du traitement médical, ça, c'est pas très clair. En tout cas, on sait que plus longtemps on traite, mieux c'est. Là, c'était une étude qui a comparé itraconazole 6 mois versus 12 mois. Et vous voyez que à 6 mois, si on fait que 6 mois de traitement, il y a 38% de rechute versus 12 mois de traitement, 10% de rechute. Donc, il vaut mieux traiter longtemps. Maintenant, 12 mois d'itraconazole, c'est long. Donc, il faut voir si c'est possible. Et globalement, les facteurs associés à la réponse, c'était d'avoir des formes un peu plus agressives, comme les formes dont je vous ai parlé au début, qui étaient l'aspergillose pulmonaire nécrosante. En fait, c'est une forme qui évolue plus vite, qui est plus agressive, mais qui aussi répond un peu mieux au traitement. Et alors, si on a opéré, combien de temps il faut traiter? Ça dépend de la qualité de la résection. Si on a enlevé toute la lésion, tout le lobe pulmonaire qui contenait la lésion aspergillaire, on recommande de faire encore 3 mois de traitement en post-opératoire pour vraiment tout nettoyer. Par contre, s'il y avait une fistulisation à la plèvre ou si on n'a pas pu enlever toutes les lésions, finalement, ça diminue pas la durée du traitement et on conseille en général de traiter 6 à 12 mois après la chirurgie. Et voilà, j'ai fini. C'est parfait. Merci Alessandra pour cette brillante présentation qui fait le point de deux maladies, il faut reconnaître, très, très, très sous-diagnostiquées dans notre contexte. Et donc, nous allons faire un tour. Je crois qu'il y a très peu de questions pour le moment. Je ne vois que deux. Euh, la première, pouvons-nous avoir les indicateurs de performance du test rapide de dépistage d'une histoplasmose? Je crois que c'était Le 93%. test d'hygiène urinaire, Oui, je crois. dans les études, 93%.
Ouais, Oui, chez les patients VIH avec une histoplasmose disséminée, il a une sensibilité de 95-96% et c'est un peu pareil pour la spécificité. ouais, Donc c'est c'est pas ça. mal. Dans ces formes disséminées des patients très immunodéprimés. Alors, après, la question, c'est l'accessibilité à ces tests. Est-ce que c'est des tests qui sont sur le marché, faciles à trouver? L'antigène? Les tests rapides, oui. Ouais, ouais, il est en cours de développement. Il est disponible en Amérique du Sud et en Amérique du Nord. Ils font toutes leurs études avec ça. Nous, on vient récemment de l'avoir, mais il n'est pas disponible à ma connaissance en Afrique subsaharienne. Et c'est justement l'étude que je vous ai présentée sur la Côte d'Ivoire. Elle est menée en collaboration avec le Centre national de référence des infections fongiques invasives qui est à Pasteur et qui est dirigé par Fanny Lanternier et qui essaye de justement de mettre en place des études visant à tester cet antigène dans plusieurs pays d'Afrique subsaharienne. Donc il y avait la Côte d'Ivoire. Je me demande s'il n'y avait pas aussi, ils vont peut-être faire au Burkina et je sais plus quel autre pays. L'Ouganda aussi peut-être, c'était envisagé. Enfin, il y a plusieurs pays dans lesquels ils sont pour parler, pour essayer de faire des études avec ça. Et l'idée, c'est après de faire de l'advocacy, quoi, de montrer que ce test est utilisable. En tout cas, c'est un test rapide, facile à faire, etc., qui permet de dépister et de traiter des histoplasmoses pour ensuite argumenter qu'il faut le rendre disponible dans plusieurs pays d'Afrique subsaharienne. Mais pour le moment, effectivement, malheureusement, ça repose encore sur la culture, le diagnostic d'histoplasmose. Alors, le diagnostic mycologique de l'histoplasmose nécessite un laboratoire de type MP3. Hmm. C'est bien ça. Enfin, un collègue, je crois, un biologiste, demande s'il y a de ces laboratoires en Afrique de l'Ouest. Je crois qu'on peut poser la question dans le réseau des laboratoires de l'Afrique de Ouais. l'Ouest et puis on pourra avoir plus facilement la réponse. Alors, a-t-on la possibilité de réaliser des antifungigrammes sur galerie ou autre? Je suis pas sûre d'avoir compris la question. Bon, peut-être qu'il va repréciser, demande si les antifungigrammes sur galerie existent, je ne sais pas. Ah oui, alors je sais pas, je suis pas mycologue, donc j'avoue que je sais pas quelles sont les techniques d'antifongigramme qu'on utilise. Après, pour l'histoplasmose, à ma connaissance, on fait pas forcément un antifongigramme. On traite par ambisome et par itraconazole et je suis pas sûre qu'il y ait des résistances décrites. C'est ça. Pour l'aspergillus, c'est décrit, mais OK. Alors, est-ce que l'élevage de volailles a un facteur de risque d'isoplasmose pulmonaire? bah, c'est présent dans toutes les déjections d'oiseaux, quoi. Donc, potentiellement. Ouais. Alors, en cas de suspicion de greffe aspergillese des sinus chez un patient asymptomatique, l'auteur retient que de la communication que le traitement médicamenteux n'est pas indiqué. Oui, il n'y a pas, sur les aspergillomes, donc, c'est-à-dire une balle fongique qui est dans une cavité préexistante, que ça soit dans les sinus ou dans les poumons, ça ne sert à rien de traiter par antifongique parce que, de toute façon, les antifongiques, ils vont dans les tissus, ils vont pas dans la cavité, donc ils vont pas atteindre la boule fongique. Donc, il faut pas donner d'antifongique. Si le patient est symptomatique, c'est-à-dire qu'il a des douleurs, par exemple pour les sinus, ou des saignements, ou des hémoptysies, à ce moment-là, il faut l'opérer ou l'artérioemboliser, mais ça sert à rien de donner des antifongiques. Parfait. Alors, quelle politique est en train d'être développée pour un meilleur accès aux antifongiques majeurs dans les pays en développement par l'OMS et autres? Je ne sais pas si Alessandra peut répondre à cette question. Ouais, moi je suis pas. Non, je sais que il y a eu la liste prioritaire des pathogènes et qu'il y a eu pas mal de choses qui ont été faites pour l'accès au 5FC, à l'infotéricine B liposomale, avec le protocole Ambition pour la crypto, etc. Mais à part ça, non, je sais pas répondre plus que ça à la question. D'accord. Est-ce qu'on peut faire d'antifongigramme pour l'aspergillus? Oui, alors pour l'aspergillus, il y a deux choses. Alors, le plus souvent, c'est de l'Aspergillus fumigatus. C'est pas mal d'avoir une culture pour identifier, si possible, quel Aspergillus c'est. Alors, dans 95% des cas, c'est de l'Aspergillus fumigatus, mais il y a aussi d'autres Aspergillus
notamment dans les régions tropicales telles que l'Aspergillus flavus, qui peuvent avoir des sensibilités différentes aux antifongiques. Donc, si vous pouvez identifier en culture quel est cet Aspergillus et ensuite faire un antifongigramme, c'est bien. Parce que comme je vous le disais, pour l'Aspergillus fumigatus, la résistance est de plus en plus décrite aux antifongiques. Et le problème, c'est que la résistance acquise dans l'environnement à cause de l'utilisation des pesticides, elle est souvent associée à une mutation qui s'appelle la mutation TR34L98H. Et c'est une mutation qui donne une résistance à tous les azolés. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on peut pas prédire parce que c'est une mutation que l'Aspergillus a acquis dans l'environnement. Donc c'est pas, on peut pas dire que le patient n'a jamais reçu d'itraconazole, donc on est sûr que ça va marcher. Et donc ça rend les choses très très difficiles pour le traitement. Donc si on peut, c'est bien de faire un antifongigramme pour vérifier la sensibilité aux azolés. Très bien, je crois qu'il y a une dernière question qui vient de s'afficher. Je vais jeter un coup d'œil rapidement. Est-ce qu'il y a un risque de dissémination dans le système général d'une aspergillose sinusienne non opérée? Alors, si c'est un aspergillome, normalement, non. Après, c'est jamais 100% la médecine. Et donc, si c'est quelqu'un de complètement immunocompétent jeune, normalement, non. Mais c'est vrai que chez des personnes âgées ou des personnes diabétiques, on a pu voir des aspergillomes qui se compliquaient d'aspergillose invasive. Et ça, c'est encore plus vrai chez les patients qui sont très immunodéprimés. Par exemple, un aspergillome chez un patient qui va recevoir une greffe d'organes solides, par exemple une greffe de rein, il vaut probablement mieux l'opérer de son aspergillome avant de le greffer. Donc ça dépend du terrain. Normalement, un immunocompétent, il n'y a aucun risque de progression vers une forme invasive. Par contre, si c'est un patient immunodéprimé, s'il est transplanté d'organes solides, s'il est diabétique mal contrôlé, etc., là, c'est possible. Parfait. Alors, je crois que j'ai parcouru toutes les questions, sauf si je ne sais pas